Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo d'observation numérique qui s'intitule Des mots à l'infini pour comprendre les nombres premiers, vous allez pouvoir observer les nombres premiers sous un angle différent de ceux qui étaient habituellement présentés, et au risque de casser un peu leur côté mystique, vous devriez y voir plus clair sur certaines choses réputées mystérieuses encore aujourd'hui. Je vous parlerai de l'apparition des nombres premiers, de la rareté, de leur infinité, mais aussi de l'infinité des nombres jumeaux, ainsi que d'autres sujets associés. Commençons par la définition d'un nombre premier. Classiquement, un nombre est dit premier s'il ne peut être divisé que par 1 et par lui-même. Pour être plus précis, il faut rester sur les nombres entiers. Et donc, un nombre premier est un nombre naturel entier qui n'admet exactement que deux diviseurs positifs entiers, 1 et lui-même. Ici, cette notion de nombre entier est très importante, car si l'on cherche à vérifier si un nombre entier n quelconque n'est pas premier, il faut alors vérifier si des diviseurs entiers existent. Et s'ils existent, du fait qu'ils sont entiers, ces diviseurs sont premièrement forcément inférieurs à n, sous peine d'avoir un nombre n non entier, et deuxièmement, les diviseurs entiers pris 2 à 2 ne peuvent être simultanément supérieurs à la racine de n, sous peine d'obtenir un produit de ces diviseurs supérieur à n. Appliquons ce qui vient d'être dit à l'ensemble des nombres entiers et étudions la primalité du nombre 2. 2 est forcément premier car avant lui, il n'y a aucun autre nombre entier, et donc pas de diviseur entier possible, et donc 2 colle parfaitement à la définition que nous avons vue. Par contre, 2 est le diviseur d'une infinité de nombres entiers supérieurs à lui qui constitue l'ensemble des nombres entiers pairs. Supprimons maintenant 2 et tous ses multiples. Le nombre entier le plus petit suivant est 3. De la même manière que 2, 3 est forcément premier car avant lui il n'y a aucun autre nombre et donc pas de diviseur possible. 3 colle également à la définition. Supprimons maintenant 3 et tous ses multiples. Le nombre suivant, le plus petit, est 5. En réitérant ce processus, on reconnaît le fameux crible d'Ératosthène permettant de trouver la liste des nombres premiers du plus petit au plus grand. Concernant le crible d'Ératosthène, voici la présentation archi-courante du crible telle qu'elle est utilisée dans de nombreux articles ou vidéos traitant du sujet. On utilise très fréquemment un tableau de 10 lignes sur 10 colonnes sur lequel on vient appliquer le crible. Malheureusement, rien ne saute aux yeux de cette présentation du crible, si ce n'est l'apparition croissante des nombres premiers. Si l'on veut que le crible nous livre ses secrets, il faut le regarder sous un angle différent des observations habituelles. Pour cela, utilisons un ruban de n cases rempli de zéros et utilisons l'ensemble des nombres entiers pour numéroter chaque case du ruban. Maintenant, appliquons le crible d'Ératosthène pour 2 et ses multiples en remplaçant dans les cases concernées la valeur 0 par 1. Nous voyons que des mots de longueur 2 apparaissent. Puis, de la même manière, appliquons le crible pour 3 et ses multiples. Ce sont des mots de longueur 6 qui apparaissent à leur tour. À nouveau de la même manière, appliquons le crible pour 5 et ses multiples. Et là, ce sont des mots de longueur 30 qui apparaissent. Et si l'on continue, pour n égale 7, des mots de longueur 210 apparaissent. Et nous pourrions continuer comme ça, ainsi de suite. Comme vous venez de le voir, le crible nous a parlé. Présenté sous cette perspective, il nous livre un découpage caché de l'ensemble des nombres entiers, en mots ou en sous-ensembles, juxtaposés qui deviennent de plus en plus grands au fur et à mesure que l'on découvre les nombres premiers. Analysons ce découpage et faisons les premiers constats. Alors, premier constat, la longueur des mots est égale à la primorielle P de n du nombre premier que l'on découvre. À chaque étape du crible, la taille des mots augmente. Exemple, à l'étape 1 du crible, quand n vaut 2, la longueur du mot vaut 2 égale à P de 2 égale à 2. À l'étape 2 du crible, quand n vaut 3, la longueur du mot vaut 6 égale à P de 3 égale à 2 fois 3. Et à l'étape 3 du crible, quand n vaut 5, la longueur du mot vaut 30 égale à P de 5 égale à 2 fois 3 fois 5. Par convention, je note P de n avec le dernier nombre premier de la série. Par exemple, P de 7 égale 2 fois 3 fois 5 fois 7. Le deuxième constat est évident, mais à souligner tout de même. Le numéro de la dernière case du mot formé est un nombre qui a la particularité d'être multiple de tous les nombres premiers qui le composent. Par exemple, pour P de 5 égale à 30, on a 30 qui vaut 2 fois 3 fois 5. Troisième constat, les mots se forment en deux étapes. Prenons l'exemple du passage de P de 2 à P de 3. En première étape, le mot 01 est dupliqué 3 fois et permet de construire un nouveau mot 01, 01, 01.
Étape 2, ce nouveau mot de longueur 6 est marqué par les multiples de 3 et devient 0,1, 11, 0,1. En résumé, le mot correspondant à P de n est construit en juxtaposant n fois le mot correspondant à P de n-1, sur lesquels les multiples de n sont ensuite cochés. Quatrième constat. Lorsqu'une case contient 1, on a la certitude que le nombre étiquetant cette case n'est pas premier, car ce nombre est un multiple de l'un des nombres premiers découverts au fur et à mesure de l'avancement du crible. A l'inverse, lorsqu'une case contient 0, on ne sait rien sur la primalité du nombre étiquette. On sait juste que ce nombre étiquette est un candidat potentiel pour le prochain nombre premier à découvrir au fur et à mesure de l'avancement du crible. Enfin, le constat numéro 5, les mots se répètent à l'infini. Prenons par exemple P de 3 et translatons le contenu des cases d'une de valeur égale à P de 3 égale à 6. On peut translater K fois si l'on veut les numéros des cases contenant des 1, on obtient toujours des multiples de 2 ou de 3 ou les deux à la fois. Cette répétition à l'infini est très intéressante car elle permet d'étudier l'évolution de l'apparition des nombres premiers sur des mots ou plutôt des ensembles d'entiers à taille humaine sans se soucier de ce qui se passe à l'infini. Au vu de ces constats, voyons maintenant ce qui peut être observé et déduit de ces mots et commençons par la possibilité de construire de très grands nombres non premiers. À partir des informations que nous donne le premier mot, il est très facile de construire un nombre extrêmement grand non premier. Prenons par exemple le mot correspondant à primoriel de 7. Sa longueur vaut 210. Multiplions-la maintenant par un facteur k égal à 143 par exemple, et rajoutons 77. Nous obtenons alors 30 107, nombre entier qui n'est pas premier. Du fait que dans le premier mot la case 77 est cochée à 1, 143 multiplié par 210 fois plus loin, la 77e case est aussi à 1, signant ainsi la non-primalité de 30 107. Nous aurions pris k égale à plusieurs millions, plusieurs milliards ou l'infini, le résultat aurait été le même. La deuxième observation porte sur les nombres premiers qui sont de la forme 6k plus ou moins 1. Si nous regardons le ruban pour primoriel de 3, à partir de la deuxième itération du crible, les mots sont tels qu'ils nous dessinent le ruban ci-dessus. À ce stade du crible, nous constatons que tous les zéros, candidats potentiels pour les prochains nombres premiers, sont répartis de part et d'autre des multiples de 6. Or, nous avons vu que les nouveaux mots qui apparaissent à chaque itération du crible sont construits à partir des mots de l'itération précédente. La conclusion de cela est que tous les nombres premiers après primoriel de 3 ne peuvent être que de la forme 6k plus ou moins 1. La troisième observation porte sur les écarts entre les nombres premiers. Les écarts entre nombres premiers désignent la différence entre deux nombres premiers consécutifs. Ces écarts semblent fluctuer de manière aléatoire et aujourd'hui de nombreuses recherches sont faites sur le sujet. Pourtant, les mots là aussi nous donnent des explications assez claires sur leur formation. Prenons par exemple le mot correspondant à primoriel de 5. Le passage à primoriel de 7 cochera la case 7 avec un 1 et constituera ainsi en début de mot 9 cases d'affilée remplies de 1. Au passage à primoriel de 11, le mot correspondant à primoriel de 7 sera dupliqué 11 fois, propageant ainsi 11 fois un écart de 9, et ainsi de suite à chaque itération du crible. Le marquage qui suit augmente parfois ces écarts et donne le côté aléatoire de la chose. Prenons un autre exemple. Si n égale 37, la longueur du mot vaut primoriel de 37. Le chiffre exact figure sur la planche. Eh bien, à partir du deuxième mot, on a des mots qui démarrent à minima par 36 cases remplies de 1, c'est-à-dire un écart constitué de 36 nombres non premiers. Enfin, pour terminer sur ce sujet, on peut penser que si n est infini, alors l'écart entre deux nombres premiers consécutifs est lui aussi probablement infini. La quatrième observation nous amène sur quelque chose de démontré depuis longtemps par Euclide. Je veux parler de l'existence d'une infinité de nombres premiers. Là aussi, les mots que génèrent les différentes étapes du crible nous parlent et nous confirment ce fait. Nous avons vu que quelle que soit leur longueur, les mots se répètent à l'infini, et du fait de cette répétition, il suffit d'en étudier un pour généraliser ce que l'on observe. Si l'on se concentre donc sur un seul mot, pour analyser l'évolution de la quantité des nombres premiers, il faut regarder la quantité de zéros qui le composent, car nous avons vu précédemment aussi que les zéros sont des candidats potentiels à la primalité pour chaque étape du crible. Voici les résultats calculés par programme pour les 9 premières étapes du crible. Nous voyons que le nombre de zéros qui apparaissent dans le mot à chaque étape du crible ne cesse de croître.
Ce résultat s'explique par le mécanisme de création du mot qui se fait en deux étapes. Une étape de multiplication de n fois le mot créé à l'étape n-1, suivie d'un marquage de primoriel de n sur n case à 1. La quantité de marquage à 1 est toujours inférieure au nombre de zéros créé par la multiplication par n des zéros contenus dans le mot de taille primorielle de n-1. Cette croissance permanente du nombre de zéros contenu dans le mot quand n augmente nous confirme l'existence d'une infinité de nombres premiers. Une autre observation associée à la précédente peut être faite sur la rareté des nombres premiers lorsqu'on s'intéresse aux grands nombres. Si la quantité de zéros dans le mot augmente aux différentes étapes du crible, celle des 1, qui représentent les nombres premiers préalablement découverts et leurs multiples, n'est pas en reste. Pour cette croissance, il ne peut en être autrement aussi du fait du mécanisme d'apparition des mots. Et si l'on compare cette croissance avec celle du nombre de 0, par le ratio du nombre de 0 sur le nombre de 1, on constate une décroissance du dit ratio qui explique le phénomène de rareté. La dernière observation de cette vidéo porte sur l'infinité des nombres jumeaux, qui est non démontrée à ce jour, mais qui est tout de même plus ou moins admise dans la communauté des chasseurs de nombres premiers. Les mots confirment eux aussi cette infinité, mais n'ayant malheureusement pas la puissance de calcul pour valider mes observations, je vous présente ce début de résultat qui pourra peut-être être confirmé ou infirmé par l'un d'entre vous si vous regardez cette vidéo. Comme pour l'infinité des nombres premiers, pour étudier l'infinité des nombres jumeaux, il nous faut regarder dans le mot la manière dont évolue le nombre de sous-ensembles de la forme 0, 1, 0 au fil des étapes du crible. 0, 1, 0 représentant deux nombres premiers séparés par un nombre non premier, pour ensuite le comparer au nombre de marquages qui potentiellement peuvent détruire cette structure 0, 1, 0. Voici les résultats calculés par programme pour les 9 premières étapes du crible. Sur ce tableau, nous constatons que le ratio semble partir du bon côté, mais pour une certitude, il nous faudrait un ratio supérieur à 1. Et pour cela, des calculs complémentaires doivent être faits afin de vérifier cette tendance. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si vous entendez ces mots, merci de l'avoir visionné jusqu'au bout. Sûrement un peu longue, mais les mots nous donnent beaucoup d'informations sur les nombres premiers, et probablement que d'autres choses restent à découvrir. En essayant d'écrire un programme optimisé sur le calcul des nombres premiers, je ne pensais pas que ce crible d'Ératosthène, qui est aussi vieux que la démonstration d'Euclide, allait me faire découvrir ces mots et les observations qui vous ont été présentées. En conclusion, pour ma part, je pense que la définition des nombres premiers devrait être plus rapprochée du crible, qui nous montre qu'il n'y a rien d'aléatoire dans leur apparition et qui explique très bien une grande partie des mystères bâtis autour de ces nombres quand on observe le crible de plus près. Sur ce, je vous salue à tous et vous dis peut-être à bientôt.